Bonsoir à tous, à ceux qui viennent d'arriver. Hop, on regarde s'il n'y a personne en attente. Si. Voilà. OK. Alors, on va commencer. Déjà, on vous remercie infiniment d'être là. On est vraiment honorés d'aborder ce sujet des 5 blessures avec vous. Et puis de vous partager vraiment notre expérience au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Et c'est vraiment dans cette complémentarité tous les deux qu'on veut vous parler des 5 blessures et surtout de leur guérison. Dans la complémentarité, moi, Zoom, je ne maîtrise pas. C'est bon, normalement, tout le monde, c'est bon tout le monde est là. Finistère. Oh, c'est beau le Finistère. On va venir vous voir. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, on va déjà se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui connaissent seulement un des deux. Donc, je suis Stéphanie Hervé, éveilleuse de conscience. J'anime des retraites méditatives. Je suis auteure du livre Souffle de vie et de l'oracle du même nom. Et puis, j'aide et j'accompagne en fait les personnes à être pleinement libres d'être soi, grâce notamment à la pleine conscience et puis plein d'autres outils complémentaires. Et moi, je m'appelle Dominique Caff, je suis ostéopathe et je suis aussi formateur. Pour les ostéos en formation, pour les ostéos déjà formés, et je forme à l'approche psychosomatique en ostéopathie. Et Stéphanie et moi-même, depuis quelque temps, on s'amuse à faire des ateliers et des soins en duo, où justement on allie nos particularités et nos compétences complémentaires. D'ailleurs, quelques-unes d'entre vous ont participé à ces soins, à ces cercles de méditation, de guérison. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit témoignage dans le chat. Comme ça donnera des informations à ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui a marqué que c'est extraordinaire. Oh, c'est vrai. Merci, Laure. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans ce qu'on pratique, et puis vous expliquer un peu notre approche à chacun. Moi, c'est plus sur l'approche spirituelle. Donc, comment est arrivée cette approche? La première ouverture, je crois, peut-être avant, mais en tout cas en 2000, c'était mon premier voyage en Asie, Indonésie, pour ceux et celles qui connaissent, Java, Bali, et déjà un émerveillement et aussi une ouverture à voir la vie différemment. Ils sont vraiment baignés dans cette spiritualité, la religion aussi, mais avec beaucoup d'offrandes, de gratitude. Et j'ai vraiment aimé cette approche. Donc, ça a été une première ouverture. Et puis aussi leur façon de se guérir, de prendre soin de leur corps avec beaucoup de massages. Et ça fait 20 ans en fait que je voyage en Asie, enfin 22 même, à part l'année dernière. Et j'ai beaucoup appris de ces différentes cultures. J'ai vraiment visité beaucoup de pays et j'ai eu la chance de me faire masser de nombreuses fois. Et ça a été pour moi un premier apprentissage. Et ensuite, je me suis formée. Je me suis formée à Bali au massage balinais, en Thaïlande au massage thaï, à la réflexologie plantaire, puis après en France. Donc moi, j'ai commencé surtout par le corps. Pour ceux qui me connaissent depuis une dizaine d'années, je proposais des massages, réflexologie plantaire, médecine chinoise. Et puis, dans la médecine chinoise, il y a plusieurs pratiques, acupuncture, auriculothérapie et le massage du ventre. Pour ceux qui connaissent, le Qin et Tsang, ça a été vraiment une révélation pour moi. Et j'ai pratiqué longtemps le Qin et Tsang, sauf que quand on pratique le Qin et Tsang, il y a des émotions qui remontent et je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je me suis formée à l'hémothérapie. Donc, l'hémothérapie, c'est une pratique de développement personnel et spirituel sur soi et des outils qu'on peut utiliser sur les autres, et notamment les 5 blessures. Voilà. Donc, ça a commencé là, vraiment le plongeon dans les 5 blessures. Et puis après, des ateliers avec Lise Bourbeau. J'ai eu cette chance qu'elle vienne sur Bordeaux.
et de l'hémothérapie. Donc, c'est apprendre à guérir ses blessures, aller voir son enfant intérieur, et puis plein de techniques, comment dire, des rituels, voilà, récupérer son bâton de pouvoir, enfin voilà, plein d'exercices comme ça. Peut-être on va ouvrir on va libérer les chats. Voilà, qui n'a pas envie du tout d'entendre notre conférence, parce qu'elle l'a déjà entendue peut-être un petit peu ces derniers jours. Donc, l'hémothérapie m'a permis de voir les émotions en plus du corps. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait encore une couche qui était de l'ordre de l'inconscient. Comment on fait pour aider les personnes quand le blocage a lieu dans l'inconscient? Eh bien, je me suis formée à l'hypnose. Donc, l'hypnose ericksonienne dans un premier temps, puis après évolutive et spirituelle, pour aller voir dans les vies antérieures, pour aller voir dans les lignées, voilà, pour vraiment aller se libérer en profondeur. Et puis, ces dernières années, c'est vraiment ma pratique personnelle de la méditation, des retraites vipassana, de la pleine conscience qui font comme un lien avec tout ça. C'est être en présence, calmer son mental, accueillir ce qui est. Voilà. Ces enseignements-là que je au service des personnes que j'accompagne et à mon propre service. Et puis, en fait, je suis assez curieuse. Je cherche beaucoup pour moi, mais aussi pour ceux que j'accompagne. Et j'ai été voir un petit peu du côté amérindien avec pendant des années des huttes de sudation. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va guérir aussi ces blessures sous une autre forme. Le chamanisme, pareil, j'ai rencontré de nombreux chamans avec des recouvrements d'âme. C'est pareil, c'est ces blessures-là qu'on vient guérir pour être pleinement soi-même, toujours. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon approche spirituelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va essayer de lire et puis de répondre. Et toi, Dominique? Et moi, Dominique, je suis thérapeute depuis une vingtaine d'années. Avant, j'ai eu deux métiers techniques. Et donc, j'ai commencé par être kiné. Donc, c'est là que j'ai découvert le soin au corps. Ce qui me manquait, c'était une approche plus globale du corps et qui allait plus chercher la racine, la cause. Donc, j'ai découvert l'ostéopathie. Après, je me suis formé en posturologie pour essayer de comprendre d'où venait cette dysfonction du corps qui revenait sans cesse. À la périnatalité, parce que ça vient d'avant, on atterrit sur le bébé. Et le bébé, figurez-vous qu'il se construit dans un corps, mais il se construit aussi beaucoup, beaucoup dans la relation à sa mère. Et là est arrivé tout ce qui concerne les émotions, le psychisme, la construction de l'enfant. Donc, je suis allé faire quelques diplômes universitaires, psychosomatique, psychisme et périnatalité, la théorie de l'attachement. Et donc, avec tout ça, j'ai fait évoluer ma pratique au quotidien en cabinet libéral. Je dispense des cours sur l'approche psychosomatique. Et voilà, donc j'évolue dans ce milieu-là depuis quelques années. C'est ma pratique quotidienne. Et puis, ma pratique professionnelle évolue en même temps que mon histoire de vie qui m'amène à découvrir certaines choses sur moi-même. Et ça aide bien pour aider les patients aussi. Donc, toute l'approche spirituelle, développement personnel, ça fait aussi quelques années que j'utilise ça pour moi, d'abord, et puis maintenant que j'essaye de mettre ça en place pour les patients. Et donc, on en a discuté avec Stéphanie, on s'est rendu compte qu'en fait, on parle de la même chose, avec des termes un peu différents, avec des approches légèrement différentes, mais quand même, qu'on aborde le patient sous toutes ses coutures, c'est quand même très, très cohérent tout cela. Et c'est là qu'on a un petit diaporama qui doit arriver. Alors, c'est là. Donc, vous allez nous dire déjà si vous nous entendez bien, si vous voyez, vous nous voyez et si vous voyez l'écran qu'on partage. Parce que c'est une grande première pour nous de faire ensemble, mais de faire aussi discussion. Je ne sais pas si on va pouvoir tout avoir. Tout est bon, merci Laura. Okay. Tout va bien, tout très bien. Ok, super. Donc, vous voyez
le PowerPoint et vous nous voyez aussi. Génial. Oh là là, on est aidés. On est soutenus d'idées. Voilà. Alors, donc. Oui, voilà. Donc, l'approche holistique. Holistique, c'est global. C'est le patient ou l'individu dans sa globalité. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai découvert les soins par le corps avec la kinésithérapie. J'ai essayé d'élargir ma vision du corps avec toutes les interactions entre les différentes structures, essayer de comprendre que le corps avait un fonctionnement global et qu'on peut avoir mal quelque part, mais que ça vient d'ailleurs dans le corps. Donc, toutes ces interactions, plus tard, comme je vous le disais, en abordant la périnatalité, le côté émotionnel et psychique, c'est vraiment présenté en plus. Et puis le côté énergétique par le biais de mes propres découvertes. Donc ça, je l'ai travaillé. Ce qui fait que toutes ces composantes-là, ces sphères-là, chez nous, vont interagir entre elles. Et ben, ma pratique quotidienne m'amène vraiment à penser qu'on peut aborder quoi que ce soit, quelque problématique que ce soit par le corps, soit par les émotions, soit par le psychisme, donc la façon de penser, soit par les énergies, que toutes ces sphères-là disent la même chose à leur façon et qu'on peut aller à un moment grappiller de ce côté-là, aider le patient, la personne de ce côté-là, au niveau du corps, et puis qu'après, ce sera bien d'en discuter avec elle, donc au niveau psychique, et puis qu'après, là, il est important de passer par d'autres biais énergétiques, spirituels. Et donc, toutes ces approches-là sont très complémentaires, très cohérentes et permettent d'aller jouer un petit peu dans tel ou tel domaine. Et tout ça est très complémentaire. Et parfois, c'est vrai qu'on va libérer dans le corps, mais qu'on a un travail à faire au niveau encore émotionnel ou psychique, ou inversement, pour avoir vu des gens qui ont fait des psychothérapies, avoir réglé des choses, mais dans le corps, en fait, il y a encore besoin de libérer des émotions. Voilà, donc très complémentaire et tout est en lien. Alors, cette photo, ouais, pour les étiquettes en fait. Donc, les 5 blessures, c'est vraiment très aidant. Et c'est fait pour apprendre à se connaître, à s'observer. Alors, ça, c'est une mise en garde pour ne pas se coller de nouvelles étiquettes. On est vraiment là pour justement en enlever. Enlever des conditionnements, des croyances limitantes, se rapprocher de plus en plus de qui l'on est vraiment. Mais le danger, c'est de se reconnaître dans les blessures et puis de coller une étiquette. Par exemple, j'ai été abandonnée et je souffrirai toute ma vie de cette blessure. Non, on peut en guérir. On va voir que c'est tout un travail par couche, par niveau. Mais voilà, juste cette mise en garde, ne pas vous coller d'étiquette, ne pas rentrer dans un moule, mais au contraire, on est là pour apprendre à se connaître et à se libérer. Il y a de nombreuses approches. On peut parler de quelqu'un, on peut parler par exemple de son thème en astrologie. À ce moment-là, oui, je suis Lion, mais est-ce que je ne suis que Lion ou est-ce que ah ben non, j'ai aussi l'ascendant. Mais après, on va toujours chercher détaillé. Donc, les 5 blessures, c'est comme l'énéagramme, c'est comme la numérologie, c'est comme le décodage biologique. En fait, c'est une grille de lecture, mais dans laquelle il ne faut surtout pas enfermer la personne, parce que le but du jeu, justement, c'est de s'en libérer. Donc, il ne faut pas que ce soit restrictif, même si au début, ça paraît être un catalogue assez simple, s'il n'y a que 5 blessures. Donc, moi, j'aime bien comparer les 5 blessures aux couleurs primaires. C'est-à-dire qu'en fait, avec 3 couleurs primaires, vous pouvez faire toutes les autres couleurs de la Terre. Donc, en fait, voilà, on part de quelque chose d'assez simple, mais on va voir qu'il y a des nuances à chaque fois, et puis surtout, il y a des imbrications, des interrelations qui font que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, ce soir, on va commencer par quelque chose de... Et que chaque être est tellement unique et un mélange de tout ça que... Voilà. Et le but de tout ça, c'est ce que vient de nous dire cette photo, c'est évidemment d'aller mieux. On a tous envie de ça.
nous-mêmes d'aller mieux et puis d'aider les autres à aller de mieux en mieux. Donc voilà, c'est une approche qui permet justement d'essayer de comprendre ce qui nous empêche d'aller mieux. Ah du coup, c'est moi qui enchaîne. Ben oui. Donc, juste savoir d'où ça vient. En fait, dans les années 60-70, il y a quelques psychiatres américains qui se sont regroupés, qui ont commencé à parler de blessures existentielles. Et puis, John Pierrakos, c'est celui qui a les lunettes, là, qui apparemment fait rire ses collègues. Lui parlait déjà à l'époque de 8 blessures. Donc, par rapport aux 5 dont on va parler ce soir, il y avait en plus l'intrusion, l'impuissance et l'insécurité. Et c'est à partir de ces travaux-là que Lise Bourbeau, dans les années 80-90, a commencé à étudier ces blessures et puis à faire son propre travail, donc un travail de synthèse, de mise en lien, qui peut, comme on le fait là, de mise en lien entre ces blessures-là et ce qu'on peut voir dans d'autres approches thérapeutiques. Un travail de synthèse et un travail de simplification, qui ne veut pas dire un travail simpliste. Le fait que ce soit simplifié, ça rend cette approche-là accessible à tout le monde. Et son but, évidemment, c'est que ça puisse aider le plus de monde possible. Et puis, c'est une approche qui parle beaucoup, beaucoup du corps, puisque c'était son premier livre, Écoute ton corps, et qui parle au cœur. Voilà. Et avec ses recherches, elle a sorti en 2000 ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et un peu plus tard, la guérison des 5 blessures. Alors, qu'est-ce que c'est déjà les blessures, sans les citer pour l'instant, mais en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, pour parler un petit peu de... Tiens, rapproche-toi de moi. Avec plaisir. On ne voit plus. Pour parler au niveau spirituel, Lise Bourbeau partage ça, je partage ça aussi. Donc, prenez ce qui vous correspond et puis le reste, ça plante peut-être une graine, une ouverture. En fait, quand on s'incarne, eh bien, on a comme un carnet de route. On se réunit avec nos guides, avec notre famille d'âmes, et puis on décide un peu ce qu'on va apprendre dans cette vie-ci. On choisit nos parents, on choisit les personnes qui vont être importantes dans notre vie, et on choisit surtout ce qu'on a à guérir, à transcender, à apprendre. Donc, notre carnet de route, parfois, il est tout léger, et puis parfois, on se le charge bien. Se reconnaîtra qui veut. Donc, on a comme, OK, moi, dans cette vie-ci, j'ai envie d'apprendre le pardon et je vais me mettre telle et telle blessure parce qu'en plus, dans mes vies antérieures, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Alors, il faut s'imaginer qu'on a comme des coupures sur la main. Et ça, c'est nos anciennes blessures. On arrive, on est avec ça et elles sont réactivées dans le ventre de notre mère, dans notre enfance et puis tout au long de notre vie. Simplement, nous, on n'a pas envie de souffrir. Donc, on met un pansement sur nos blessures, pensant que personne ne va les voir et puis qu'on va arrêter de souffrir. Sauf que un pansement, ça ne guérit pas, surtout si on ne désinfecte pas, si on ne traite pas la blessure. Au contraire, ça va s'empirer, se cristalliser. Et puis, on va comme envoyer un signal, une vibration qui vont attirer à nous les personnes et les événements pour nous montrer qu'on a cette blessure. Pas pour souffrir, pour nous libérer. Et la personne qui va arriver, qui va même ne serait-ce que nous caresser la main, on va lui dire « Ouh, tu m'as blessé, tu m'as fait mal ». Simplement, la personne a réactivé notre blessure, mais elle était déjà là. Donc, la première chose, c'est vraiment de prendre sa pleine et entière responsabilité. Voilà. On crée notre vie à chaque instant. Et ça, c'est difficile à entendre. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Même nos cadeaux mal emballés, nos épreuves, on les a comme choisis. Bon, à voir, on a un libre arbitre, mais à voir. Mais en tout cas, on a à les accueillir pleinement. Donc, ce pansement, en fait, qu'on met sur nos blessures pour soi-disant nous protéger, mais qui nous empêche finalement de nous guérir, ce sont des masques. Des masques, c'est des comportements que vous allez sentir, en fait, dès que la blessure est touchée, il y a une réaction qui arrive et on se transforme.
vraiment une autre personnalité. Et qui est-ce qui fait ça? C'est l'ego. L'ego, en fait, c'est l'ensemble de toutes nos croyances, de tous nos conditionnements, tout ce qui nous a été appris pendant notre enfance, dans la société dans laquelle on vit, dans le pays dans lequel on vit. C'est comme un ordinateur extérieur où on a chargé des données. Parce que vivre dans cette famille, dans ce pays, tu dois faire ça, ça et ça si tu veux être aimé, accepté, reconnu. Donc cet ego, lui, c'est que des informations. Ce qu'on a rentré comme conditionnement, mais aussi ce qu'on a vécu comme souffrance, comme blessure. Et il va nous lancer des mises en garde, des warnings tout le temps, avec la peur. Rappelle-toi, tu as rencontré cette personne dans telle circonstance et tu as été blessé. Donc, il nous envoie tout le temps des messages, il nous parle, mais jamais par rapport à notre cœur ni à nos besoins. Il ne connaît pas nos besoins, lui. Lui, c'est juste des données, de la mémorisation et la peur. Alors lui, il pense nous protéger. Et j'aime bien cette image, d'ailleurs je l'ai partagée avec Cécile cette semaine, de notre ego qui est comme un voisin qui rentrerait dans notre maison. Donc notre maison, c'est notre cœur, notre âme. Et ce voisin, en fait, il frappe pas, il sonne pas, il rentre et il se mêle un peu de ce qu'il ne regarde pas. Il nous donne des conseils. Il nous dit, oui, rappelle-toi quand tu as fait ça. Donc, il nous juge, il nous critique, il nous met en garde, mais il ne connaît absolument pas ni nos besoins, ni notre mission d'être, rien de tout ça. Donc, ce voisin, faut simplement le remettre à sa place. Il peut être utile, ce voisin, cet ego, parce que il nous aide à mémoriser, à nous organiser. Il peut avoir un rôle, mais au service de notre cœur, au service de notre âme. Donc, il faut lui parler, il faut lui dire, écoute, je t'ai entendu, merci, parce que je sais que tu veux m'aider, que tu veux me protéger. Mais aujourd'hui, ce que je vis, c'est une expérience différente, avec des personnes différentes. Moi aussi, je suis une version différente. Donc, laisse-moi faire mes expériences. Je prends l'entière responsabilité des choix que je fais et j'assume les pleines conséquences. Donc, toi, tu peux te reposer, rentre chez toi, dans ta maison, et puis je ferai appel à toi pour des co-créations, pour que tu sois au service de mon cœur. Voilà. Et en fait, l'ego, plus on fait ça, plus il perd de son pouvoir et il se met au service de notre cœur. Voilà un petit peu la construction des blessures et des masques. Comment ça se met en place dans l'enfance? Au départ, on est pleinement nous-mêmes. Rappelez-vous, dans un environnement idéal, bien sûr, on est innocent, insouciant, on est pleinement dans l'instant présent, on vit nos émotions, on s'amuse, on est nous-mêmes. Et puis arrive la deuxième étape où on prend conscience, et ça nous fait mal de prendre conscience qu'on ne peut pas finalement être pleinement nous-mêmes parce qu'on vit dans une famille, dans une société qui est elle-même conditionnée et il faut qu'on rentre dans un moule quelque part. Si on veut être aimé, accepté, voilà. Donc, ça, c'est une première blessure. Et suite à ça, on va d'abord quand même se révolter. Toutes les crises de colère, les crises d'adolescents, tout ce qui fait que non, moi je veux être moi-même. Et il y a un premier masque qui se pose là. On le verra tout à l'heure, mais c'est des masques spécifiques. Et puis la quatrième étape, finalement on se résigne. On se résigne et puis pour être aimé, pour être accepté, on va correspondre à ce qu'on attend de nous. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que la guérison va avoir lieu dans l'autre sens. On va d'abord se résigner, on va prendre conscience qu'on s'est résigné, on va se révolter, être en colère d'avoir accepté cette résignation, on va souffrir d'avoir vécu ça, et puis enfin, on va être pleinement nous-mêmes. Donc, il y a un espoir. Mais voilà comment ça se fait, et les masques se placent à la troisième et à la quatrième étape. Voilà. La construction des masques.
Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais préciser que j'ai choisi cette photo avec le petit bonhomme sur son tricycle et la moto. C'est pas du tout que je sois passionné de sidecar, c'est juste pour dire, ben voilà, je fais comme papa. Hein, je fais comme on fait dans la famille et comme ça, je suis bien. C'était ça, la symbolique de la photo. Donc, nous, ce dont on va parler, en fait, ce qui va permettre d'identifier les différentes blessures, c'est déjà comment elles s'installent. Alors, quand, à quelle période de la vie ça va s'installer? À quel âge? À quel âge ça s'installe? En lien avec qui? Donc, principalement, papa, maman. Mais au sens, bien sûr, qu'on peut élargir avec à la notion de famille élargie qu'on voit de plus en plus en ce moment. Et par quel mécanisme? Donc, comment ces blessures s'installent, quand, par rapport à qui et comment? Cette compréhension-là va permettre de détricoter un petit peu tout ce qu'on a tricoté depuis qu'on est né. Et puis après, on va aussi repérer ces blessures avec l'impact, différentes caractéristiques qu'elles ont, l'impact qu'elles ont sur nous. Donc, notamment nos croyances. Quelles sont mes croyances limitantes, moi? Qu'est-ce qu'on m'a appris sur, par exemple, ce que je veux ou ce qu'il faut faire, ce qu'il est bien de faire? Quelles sont les émotions qui vont être étouffées par ces croyances-là et qui vont, en étant étouffées, vont devoir s'exprimer autrement? Quels sont les besoins qu'il y a derrière ces émotions? On va aussi repérer, en fonction de la blessure, des phrases et des mots-clés, des choses qu'on passe notre temps à répéter. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. On met du nul partout, par exemple. Donc les phrases, les mots-clés en fonction des blessures, les comportements qu'on peut avoir. Donc ça, les comportements sont en lien avec les masques. On va aussi repérer, alors là c'est vraiment dans le corps, on va repérer la morphologie. Alors c'est peut-être le moment de dire comment les émotions peuvent impacter le corps. Donc ça, ça c'est facile. Rappelez-vous quand vous avez eu envie de pleurer et que vous vous êtes retenu. Rappelez-vous que cette émotion, la tristesse non exprimée, a fait que votre gorge se serrait. C'est vraiment une émotion qui a amené une réaction dans votre corps. Vous rappelez-vous aussi quand vous avez eu peur que votre rythme cardiaque s'est accéléré et que vous êtes parti en courant et en tremblant. Ce sont des émotions qui amènent une sensation corporelle. Et donc, si ces émotions-là perdurent, restent vraiment dans le temps, elles vont avoir des conséquences vraiment anatomiques et le corps va finalement garder cette empreinte-là. Et donc, on peut se retrouver avec des zones du corps qui sont vraiment marquées par ces émotions non exprimées. Donc ça, c'est la morphologie qu'on va voir. Et puis à force, si on n'écoute toujours pas ce corps qui pourtant essaye de nous aider, on peut déclencher des symptômes, donc des symptômes particuliers. Donc là aussi, je vous en parlerai rapidement et j'insiste sur la précaution qu'il est bon d'avoir quand on veut interpréter des symptômes ou des morphologies. Ce n'est pas parce que vous avez les chevilles comme ceci ou comme cela qu'il faut se limiter à une lecture simpliste des choses. Et puis, ces blessures-là, mine de rien, on a appris à vivre avec et donc on a développé des qualités en lien avec ces blessures-là. Donc, il y a des comportements, entre guillemets, négatifs, mais il y a des comportements aussi positifs. Ça, c'est les qualités. Ah, les voilà. Les voilà, ça y est. T'es encore coupé un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, sinon, on peut tourner l'ordi. Donc, les 5 blessures, on peut les citer donc, dans l'ordre d'apparition à l'écran: le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Les 5 blessures de l'âme. Les voici. Donc, la première étant la blessure de rejet. Alors, la première dans le temps, on va le voir, est c'est la base, c'est la plus importante. Après, toutes les autres en découlent plus ou moins. Donc, la blessure de rejet, elle s'installe autour de la naissance, c'est-à-dire elle s'installe même pendant la vie in utero. Elle est en lien avec la vie in utero et les quelques semaines, les quelques mois qui sont après la naissance. Blessure de rejet parce que le bébé se sent
non désiré. Et j'insiste sur le fait, ce que disait Stéphanie tout à l'heure, on arrive avec notre blessure. On arrive déjà avec cette blessure de rejet. Et donc, le bébé se sent non désiré. Est-ce qu'il est réellement non désiré ou pas? Ça, c'est un autre problème. Mais lui, il se sent non désiré. Et quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire qu'il peut se sentir non désiré dans la totalité ou juste en partie. Par exemple, mes parents voulaient un garçon et puis je suis une fille. Donc, il y a quelque chose de moi qu'on n'attend pas, qu'on n'a pas envie de voir ici. Donc, ça, c'est en lien avec le projet Sens, l'énergie que nos parents ont mis à nous rêver avant même de nous concevoir. Cette énergie-là va se retrouver après dans les 2 cellules qui vont nous constituer. Tous les échanges émotionnels, hormonaux pendant la vie in utero, cette fusion originelle dont on va être toujours plus ou moins nostalgique, le vécu de naissance, des naissances plus ou moins faciles. Et tout ça, ça va constituer ce qu'on appelle le tempérament de base de l'enfant, c'est-à-dire ces données constitutionnelles. On est avec ça. Et vous avez peut-être remarqué que les bébés à la naissance ne sont pas tous les mêmes. Ils ont déjà un vécu. Et on leur a déjà donné pas mal d'informations. J'aime bien imager la construction psychique de l'enfant par la construction d'une maison. Et ça, le tempérament de base, c'est vraiment les fondations. C'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer pour construire tout le reste. Donc, si vous faites des fondations carrées, vous allez avoir du mal à avoir une maison ronde après. Ou alors, il faudra vraiment travailler dur. Dans cette période-là, l'enfant, en fonction de ce qu'il va ressentir, va apprendre plein de choses. Il va apprendre qui il est. Parce qu'au début, donc, c'est une énergie, une âme qui va venir s'incarner dans un corps et qui va découvrir un nouveau monde. Et dans ce monde, je suis qui? Et bien ça, je suis qui, je vais l'apprendre en fonction de ce qu'on dit de moi. Alors, de ce qu'on dit, de ce qu'on acte, la façon dont on me traite, la façon dont on me regarde, la façon dont on me manipule. Et donc, là, ça va me donner une information sur qui je suis, qui est l'autre, est-ce que je peux lui faire confiance, et entre cet autre et moi, comment se passe la relation. La blessure de rejet, elle est en lien avec le parent du même sexe. Pourquoi le parent du même sexe? Parce que le parent du même sexe, c'est celui auquel on va s'identifier. Si je suis un petit garçon, au bout d'un moment, assez rapidement, je comprends que je suis un garçon et que je suis du même sexe que papa. Donc, comment faut-il être quand on est un garçon? Je regarde papa. Donc, qui je suis, c'est en lien avec le parent du même sexe. Et donc, c'est finalement ce parent-là qui va nous apprendre à nous aimer et à aimer. Contrairement au parent du sexe opposé qui, lui, est quelque chose d'autre. Et donc, qui va plutôt nous apprendre à recevoir l'amour. Donc, la blessure de rejet, ça se met en place, ça se réveille autour de la naissance et c'est en lien avec le parent du même sexe que nous. Alors, la blessure du rejet, donc pour continuer, puis peut-être le dire d'une manière différente, et puis justement, cette approche spirituelle, c'est vraiment la blessure la plus importante, la plus souffrante, parce qu'elle touche l'être. Les autres blessures vont plutôt toucher le faire, mais elle touche l'être. Et en fait, l'enfant se dit, je n'ai pas le droit de vivre, je n'ai pas le droit d'exister. Alors, il y a plusieurs implantations, on va dire. La première, c'est qu'on arrive de la source, on s'est incarné dans cet amour inconditionnel, cette paix. Ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente nous le racontent. Et on est séparé, on se croit séparé de la source. Et du coup, c'est la première blessure de rejet. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé plutôt Soul, avec l'âme 22. Je vous le recommande parce qu'il est vraiment super, on l'a vu plein de fois. Et l'âme 22, clairement, elle a la blessure de rejet. Elle ne veut pas s'incarner sur Terre. Elle fuit par tous les moyens et il n'y a pas moyen, quoi. Elle refuse l'incarnation. C'est vraiment ça, la blessure de rejet. On ne veut pas être incarné sur Terre, donc on fait tout pour fuir. Et
Donc, voilà, elle touche l'être, je n'ai pas le droit de vivre, je ne trouve pas ma place, je n'ai pas ma place. Donc, c'est peut-être des mots qui résonnent en vous. C'est peut-être des choses que vous dites souvent. Je ne me sens pas à ma place, que ce soit professionnel ou familial ou dans le couple. Je ne suis pas ancrée. Je n'ai pas envie d'être là, ou je suis comme déconnectée de mon corps. Le masque que l'on porte, c'est le fuyant. C'est-à-dire qu'on va fuir d'une manière ou d'une autre. On est là sans être là. On n'est pas vraiment présent. Donc, on peut fuir physiquement, ce que j'ai moi souvent fait en partant en Asie. C'était, voilà, il y avait de la fuite, il y avait du plaisir, mais il y avait beaucoup de fuite. Et donc, on n'est pas là physiquement. Ça peut être au cours d'une discussion, hop, la personne part aux toilettes, la personne part dehors et n'est plus là. Ça peut être des fuites par la drogue, les médicaments, l'alcool, la lecture, les jeux vidéo. On est plus dans notre tête, plus relié au monde spirituel qu'au monde matériel. Et on a cette idée vraiment de « je ne vaux rien, je suis nulle, je me dévalorise ». Donc, comme l'a dit Dominique, ça peut s'installer à l'incarnation, mais aussi au moment de la naissance. Donc, la naissance, le genre. Donc, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Maman, si tu es là, je sais que tu m'écoutes. Et merci. Génial, parce que ma mère a eu conscience de ça et me l'a rapporté. Donc, moi, j'ai pu aller me guérir de ça. En fait, ma mère voulait simplement un garçon. Parce que pour son premier enfant, elle pensait que c'était mieux d'avoir un garçon. Et donc, elle était persuadée que j'étais un garçon. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Et donc, jusqu'à la fin, elle avait juste un prénom de garçon. Bon, jusque-là, ça peut passer anodin, on peut en rire. Denis, eh ben non, c'est Stéphanie qui est là. Et moi, j'ai été rencontrer ce petit bébé, ce petit être qui est là dans le ventre et qui dit à sa maman « Ouh, maman, je suis là, je ne suis pas un garçon, je suis une fille, reconnais-moi. J'ai besoin de reconnaissance, que tu m'aimes pour qui je suis. » Alors, je sentais de l'amour, énormément d'amour de mes parents qui me désiraient, mais c'est comme « Ok, vous me reconnaissez en tant que bébé, mais moi, je suis une fille. » Voilà, donc j'ai été guérir ça parce que c'est important de se guérir à ce niveau-là, parce que si on ne se reconnaît pas en tant que fille, on ne peut pas être pleinement femme, on ne peut pas être pleinement mère. Et donc, moi, ça a été mes défis dans cette vie-ci. Voilà, donc on peut être, pour certains, des garçons manqués ou prendre le rôle du garçon. Enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent s'installer là. Ce qu'on peut vivre aussi, plus au niveau, on va dire, spirituel, c'est le syndrome du jumeau rescapé. C'est-à-dire que sur la feuille de route, on décide de venir à deux, par exemple avec son âme sœur. On se dit, tiens, ça va être plus sympa, on va se soutenir et on va être jumeaux. Et on descend dans le corps à deux. Et puis finalement, l'autre, il change d'avis. Ou il a décidé de nous laisser y aller seul pour que justement, on apprenne à se débrouiller seul. C'est notre plus grand défi. Sauf que quand on ne le sait pas, qu'on était deux au départ, eh bien, on a toujours un manque. On peut acheter des vêtements en double ou tout acheter en double. Il y a comme on est divisé ou on est deux. Enfin, voilà. Donc ça peut vous parler pour certains, certaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on vient expérimenter grâce à cette blessure de rejet? C'est de dire pleinement oui à l'incarnation. Oui, je suis un être divin, je suis une âme, mais j'ai choisi de m'incarner sur Terre et je dis un grand oui, parce que sinon, je suis là sans être là. Moi, par exemple, Dominique me l'a fait remarquer, j'ai toujours les jambes croisées, c'est-à-dire, enfin même pas croisées, en lotus, que je sois par terre ou sur une chaise, j'ai mes jambes en lotus. Je n'ai jamais mes pieds par terre. Alors oui, 20 ans en Asie, très bien, mais n'empêche que je fuis dans la spiritualité. J'ai plus envie d'être connectée à la source que d'être connectée à la matière. Voilà. Donc, je fais attention et là, j'ai bien mes deux pieds par terre maintenant.
Mais Dominique m'aide énormément à être ancrée. J'y veille. Faites-moi confiance. Donc, ça peut vous parler, ça aussi. Voilà, pour la blessure de rejet. Ouais, cette âme 22, donc besoin de reconnaissance. Et tu disais accouchement difficile. Moi, en plus, je suis arrivée avec les forceps. Donc, c'est OK, ça commence bien la vie. Moi, j'ai envie de repartir parce que ça fait mal. On me force avec un truc qui est froid. Et en fait, il suffit qu'on ne soit pas collé de peau à peau avec sa mère, qu'on ait eu froid, que ce soit mal passé, qu'il y ait un accouchement qui soit programmé et nous, ce n'est pas le moment. Bah, tout ça ne nous donne pas envie d'être là dans le corps. Voilà. Il y a vraiment en périnatalité une notion d'acceptation dans l'enroulement. C'est-à-dire qu'au début, l'embryogenèse, quand les cellules se constituent sous forme d'une ligne, le premier mouvement, ça va être un enroulement. Et après, l'embryon, le fœtus, va se développer avec enroulement, déroulement. Et on dit que l'enroulement, c'est l'acceptation. Et notamment pour la naissance, il faut que le bébé enroule sa tête, c'est-à-dire accepte de passer. Parce que quand on enroule la tête, on présente un diamètre plus petit que si on garde la tête droite ou si on met la tête en avant. Là, il y a vraiment 3 cm de plus de diamètre à faire passer. Donc l'enroulement, c'est l'acceptation. C'est j'accepte d'aller m'incarner. Donc peut-être que quand j'étais une âme, j'ai trouvé ça super sympa le programme. Et puis en cours de route, là, si vous lisez les 9 marches d'Anne Givaudan, en cours de route, on prend conscience que on s'est peut-être un peu chargé la mule. Et donc, il y a peut-être qui peuvent se dire, ouh là là, mais j'ai pas très envie d'y aller, qui se mettent en siège, vous savez, en mode, ouh là là, non, hop, pas tout de suite. Demi-tour. Et non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà, il y a cette notion d'enroulement, d'acceptation à venir s'incarner sur Terre. Donc physiquement, alors tout ça, ça donne quoi? Voilà, donc ça, c'est les morphotypes dessinés par Lise Bourbeau. Le fuyant, lui, donc c'est un peu comme le héron. C'est-à-dire le héron, pourquoi le héron? Parce que le héron, lui, il préfère être là-haut, il préfère voler. Et quand il arrive sur Terre, hop, 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 il y va. Non, c'est pas l'aigle oula oula, c'est le héron qui pose des pattes, mais le minimum syndical. C'est vraiment juste, pour me reposer 2 secondes, il n'a pas très envie de se poser sur ce sol inhospitalier, sur cette terre-là. Donc, au niveau morphotype, ça fait justement des jambes, j'allais dire des pattes, des jambes très fines, presque fragiles. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la notion de manque d'ancrage. Quelqu'un qui a un manque d'ancrage, donc en lien avec la peur, c'est quelqu'un qui va avoir des chevilles fines, instables, donc beaucoup d'entorses à répétition, et un corps. Donc l'idée, c'est j'ai pas envie d'être là, donc je vais me faire le plus petit possible, je vais essayer de disparaître, je vais me faire le plus discret possible avec voilà, un corps tout fin, la peau collée sur les os. Et j'ai une petite question. Une petite question? Oui, tu sais, ça c'est vraiment le morphotype du rejet. Mais quand on a plusieurs blessures, en fait, tu sais, tu parles de ces... Ah ben, voilà. C'est là. Oui, ah ben oui, c'est ça. C'est bien organisé. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait que la blessure de rejet serait chanceux déjà, et il aurait ce morphotype presque théorique. Mais en fait, comme on a en nous une combinaison de toutes ces blessures, la blessure de rejet, par exemple, peut aller concerner juste une partie du corps. Donc, si quelqu'un a ce morphotype, on peut supposer, toujours pareil avec prudence, on peut supposer que sa blessure principale est la blessure de rejet, mais on peut avoir une partie du corps qui a la blessure de rejet, une autre partie du corps qui mime plutôt l'abandon, l'humiliation ou autre. Donc là aussi, c'est un art de décrypter tout ça. Juste, voilà, je vous disais, le manque d'ancrage, c'est en lien avec la peur, puisque l'ancrage, c'est le premier chakra étant bloqué par la peur. Donc, c'est quelqu'un qui a peur d'être ici, qui se sent menacé. Il n'avait pas envie. Donc, voilà, la peur peut se lire dans le regard. Les maladies qui sont en lien, au bout d'un moment, alors, c'est les maladies de peau. Alors, pas que dans la blessure de rejet, dans d'autres blessures aussi. En gros, la peau, c'est l'interface entre moi, l'intérieur, et l'extérieur. Donc, la peau, c'est en lien avec tout ce qui est relationnel.
Il y a les possibilités d'évanouissement, par exemple. C'est-à-dire que là aussi, je cherche à m'échapper de cette façon-là. Si je ne suis pas ancré, je n'ai pas d'énergie en bas, tout est là-haut, donc je vais avoir des maux de tête. Je ne vais pas avoir d'énergie en bas, je vais avoir des problèmes circulatoires aux membres inférieurs, je vais avoir des entorses à répétition. Donc voilà, tout ça, ça amène j'allais dire, des comportements du corps sur le long terme qui vont s'imprimer dans le corps. Au début, ça va se voir, et puis au bout d'un moment, ça va commencer à tirer, à créer des tensions, et puis au bout d'un moment, ça peut même amener des symptômes, voire des maladies. Je crois qu'on a fini pour la blessure de rejet. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Ah oui, merci maman. Je n'ai jamais regretté d'avoir une fille. Dès que je t'ai vue, je t'ai aimé instantanément. Merci maman, merci, je vous aime, moi aussi tous les deux. Merci beaucoup. Ah, c'était un message en plus qu'à moi, mais je vous l'ai lu. Je vois qu'il était qu'à moi, mais tu aurais pu le partager en public. Merci infiniment. Mais oui, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai fait le meilleur choix pour moi, des parents vraiment adorables et aimants. J'ai vraiment eu cette chance d'être aimée. Merci. Alors, donc la blessure d'abandon, la deuxième blessure, deuxième parce qu'elle arrive tout de suite après. Elle s'installe entre 0 et 3 ans. Alors là, à cet âge-là, il s'en passe des choses. Ah, il y a un autre... Votre message? Oui. Alors, la question, c'est obligatoirement avec le parent du même sexe. Alors ça... Pas forcément. Oui. Parce qu'après, vous allez voir sur la troisième blessure, là, en fonction des auteurs, on n'a pas la même chose. Je ne vais pas trancher du tout, mais moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est que ça dépend surtout de la fonction que ce parent va remplir vis-à-vis de l'enfant. On a dit finalement, c'est le parent du même sexe parce qu'on s'identifie à lui. Et donc, quand je le vois, je me vois un peu. Donc, s'il y a un lien d'amour avec cette personne-là, je vais le transférer sur moi, cet amour-là. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là qu'on dit le parent du même sexe. Mais là aussi, il y a, dans tout ce qui est construction psychique, il y a vraiment des nuances à apporter. Donc non, ce n'est pas obligatoirement avec le parent du même sexe. Et après, la question dessus, un enfant vraiment désiré peut-il quand même souffrir de rejet? Oui, parce que c'est ce que je disais, c'est l'enfant se sent non désiré ou pas complètement tel qu'il est. Là. On maîtrise moyennement le truc. Oula, oui, ça va vite. Oui, ça va vite. Donc non, c'est pas parce qu'il n'a pas été désiré, c'est parce qu'il est venu. Imaginez, on va transposer ça dans la vie de tous les jours. Vous souffrez de la blessure de rejet, vous arrivez dans un groupe de potes, et puis là, au moment où vous arrivez, tout le monde vous tourne le dos. On me rejette. Ben, peut-être pas. Peut-être qu'à ce moment-là, ils étaient en train de regarder le match et puis qu'ils entendent qu'il va y avoir un but qui va être marqué. Mais vous le vivez comme un rejet. Ça dépend vraiment de nos perceptions. Ouais. Et est-ce que Laure demande, est-ce qu'une naissance prématurée peut avoir une signification? Ouais. 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 Mais alors là, c'est pareil avec précaution. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Ça peut venir des deux. En fait, en gros, on dit que on dit que les deux doivent être d'accord pour se séparer pour l'accouchement, pour qu'un accouchement se passe bien. Donc, et puis, on peut avoir des astuces pour abréger la grossesse parce que la grossesse va réactiver des choses très, très profondes de manière inconsciente. Et donc, pour l'un ou pour l'autre, pour la maman ou pour le bébé. Et donc, une naissance prématurée peut être un moyen d'abréger cette grossesse et de passer à l'étape suivante. On a Cécile aussi qui a levé la main. C'est toujours bon pour toi, Cécile? Non, c'était une erreur. Ça sera pour plus tard. Ok. Tu peux l'écrire. Je me disais, waouh, Cécile, ok. Donc, génial. Blessure d'abandon de 0 à 3 ans, cette période-là est très, très importante. On a dit les fondations, maintenant on fait les murs. Donc, c'est aussi très important.
Qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Donc, Freud, lui, il a distingué deux phases, hein, entre 0 et 1 an et entre 1 et 3 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bébé humain naît extrêmement immature, contrairement au bébé animal. Comme j'aime bien raconter, Bambi, au bout de quelques heures, se met debout et peut aller brouter de manière assez autonome. Le bébé humain, non. Il va mettre 1 an à marcher et 20 ans à savoir se faire cuire des nouilles. Donc, il est extrêmement immature, donc extrêmement dépendant. Donc, le bébé humain est obligé de se mettre en relation avec quelqu'un d'autre et il est dépendant de cet autre pour sa survie. Et donc, forcément, la première relation vécue est une relation extrêmement asymétrique qui peut être vécue comme une relation de pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. Relation asymétrique, grande dépendance. Donc, le bébé sait ou sent très bien que si on l'abandonne, il meurt. Donc d'ailleurs, hein, dans les mythes, le mythe d'Oedipe, ça commence comme ça. Le bébé avait été exposé, il avait été abandonné. Donc, la blessure d'abandon, si on m'abandonne, je meurs parce que je ne peux rien faire tout seul. Je suis donc en insécurité. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec la théorie de l'attachement. Donc, j'ai besoin que quelqu'un soit là et que quelqu'un me rassure. Et la sécurité, je ne peux pas encore, quand je suis petit comme ça, je ne peux pas la trouver en moi. Si tout va bien, on rêve tous de ça. Si tout va bien, je vais acquérir une sécurité intérieure. Je n'aurai plus besoin, enfin, en tout cas de moins en moins besoin de quelqu'un d'autre, d'un extérieur qui me sécurise. Je serai sécurisé à l'intérieur. Et donc, la première année, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est oralité. Hein, donc, on va retrouver ça. Et donc, ça, c'est la première année, oralité. Et après, la deuxième phase de 1 à 3 ans, c'est l'acquisition de l'autonomie. Donc, c'est quand l'enfant va commencer à marcher. Il va pouvoir aller expérimenter des choses et se rendre compte qu'il est capable. Il est capable de se mettre debout. Il est capable d'aller chercher ce jouet. Avant, il ne pouvait pas, il fallait qu'on lui apporte ou il fallait qu'on l'amène à ce jouet. Et donc, cette phase-là d'autonomisation va lui permettre de se rendre compte qu'il est capable, donc continuer de travailler sur l'estime de soi, se rendre compte que l'autre, donc le parent, le soutient, l'accompagne, le valorise. Et donc, à cette période-là, sur ces 3 premières années de vie, on va avoir construction de l'estime de soi et de la confiance dans l'autre. Et ces 2 données sont absolument fondamentales pour se mettre en relation. Donc, si je suis abandonné, je ne sais rien faire, je risque de mourir. Donc, j'ai dit l'estime de soi en fonction de ce que l'autre dit de moi. Oh, le joli bébé. Alors là, c'est pareil, plus ou moins, parce que ça peut être oh, le joli bébé, oh, le joli petit nez, oh, la jolie petite bouche. Alors, par contre, dis donc, tu as des grandes feuilles de chou, là, tu rappelles tonton machin. Ah, bah donc, le bébé va intégrer qu'il a des feuilles de chou et que ses oreilles ne sont pas belles. Donc voilà, ça peut être aussi sur une partie ou une caractéristique que l'enfant va, en fonction de ce qu'on dit de lui, ou de ce qu'on ne dit pas d'ailleurs, il va intégrer ça pour savoir qui il est, ce qu'il doit penser de lui-même. On a dit que pour le rejet, la plupart du temps, c'est le parent du même sexe, et que pour la blessure d'abandon, là pour le coup, c'est le parent du sexe opposé, celui qui nous apprend à recevoir l'amour. Là, tout de suite, hein, pareil, à nuancer. Ça, ce sont des généralités. De toute façon, on pose les bases, on trace la première esquisse. Et après, il y a vraiment des nuances à apporter et des imbrications d'une blessure à l'autre. Donc, la blessure d'abandon, c'est une blessure de privation. Une privation peut-être de nourriture, mais privation affective, privation émotionnelle, privation peut-être de sécurité. Que cette privation soit réelle ou ressentie. Et là aussi, on insiste sur le côté subjectif, en fonction de la blessure avec laquelle on vient s'incarner et expérimenter. Donc, on peut, par exemple, avoir l'impression que nos parents ne s'occupent pas assez de nous, alors qu'eux, ils sont à bloc et qu'ils s'occupent vraiment beaucoup, beaucoup de nous. Donc, c'est quelqu'un qui va expérimenter le manque et qui ne sera jamais rassasié. Il n'y aurait jamais assez. Donc, dans tout ce qui peut, compenser cette privation, ce manque. Donc, la blessure d'abandon renvoie au manque. Alors, la blessure d'abandon,
clairement, c'est j'ai besoin des autres pour exister et être aimée. Je n'arrive pas à m'aimer seule. J'ai, comme dit Dominique, j'ai manqué de nourriture affective ou alors j'avais des attentes tellement hautes que ça n'a pas suffi. Et effectivement, pour parler de l'approche spirituelle, ben, j'arrive de la source où c'est de l'amour inconditionnel. Je suis dans l'unité, la paix. Je suis aimée pour tout ce que je suis. Et là, j'arrive à un amour humain avec des parents qui font de leur mieux, qui eux-mêmes n'ont peut-être pas été aimés et qui savent peut-être pas aimer. Et en fait, il y a un tel écart que je suis déçue et je n'ai pas assez d'amour ou c'est pas l'amour que je voulais ou pas la tendresse dont j'aurais besoin. Donc, ben, je suis en manque, je suis en dépendance. Et il y a aussi ben, qu'on ne supporte pas d'être seul. On a vraiment besoin de l'autre tout le temps à nos côtés pour savoir qui l'on est, pour savoir ben, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on peut être aimable. Et il y a une certaine victimisation. Pourquoi moi? Donc ça, c'est le point essentiel pour la guérison de cette blessure, c'est de prendre pleinement sa responsabilité. Parce que tant qu'on est dans la victimisation, on ne peut pas se guérir. Alors les dépendances, elles sont bien sûr affectives, mais elles peuvent être alimentaires, elles peuvent être de toutes sortes en fait. Hein. Toutes les dépendances vont être présentes dues à cette dépendance affective. Et donc, comme on ne supporte pas d'être seul, ben, on va être trop, trop en demande. Et du coup, ben, l'autre, c'est là où il va nous abandonner, en fait, parce que c'est trop. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, pourquoi on vient expérimenter cette blessure d'abandon? Qu'est-ce qu'on a à apprendre à travers ça? Apprendre à s'aimer, à se responsabiliser, à être autonome, à être des êtres souverains, indépendants. Voilà. C'est ça qu'on vient expérimenter. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est ça. Ah oui, ce que je voulais vous partager de mon expérience personnelle. Donc, pour avoir été longtemps en présence d'enfants orphelins en Inde et au Vietnam, pour ceux qui ont suivi l'association Gabriel, ben forcément, on est en contact avec des enfants qui ont très, très fort cette blessure d'abandon. Ils ont un besoin d'amour comme j'ai jamais vu, en fait. Hein. Et ben, en fait, plus que de nourriture, ils ont besoin d'une nourriture affective et ils ont besoin d'être pris dans les bras, d'être aimés, câlinés, de recevoir de la tendresse. Et ce que j'ai vu là-bas, expérimenté, c'est que parfois, des enfants vivent plus facilement ce statut en fait d'orphelin que d'autres. Donc, comme quoi on n'arrive pas avec les mêmes blessures. Et ceux qui souffrent vraiment de cette blessure d'abandon, mais ils ont besoin d'être 3 heures, 4 heures dans les bras. On ne peut pas les poser parce que sinon, c'est vraiment des crises de pleurs. On ne peut pas prendre un autre enfant parce qu'ils ne supportent pas non plus. Mais petit à petit, leur réservoir d'amour se remplit de tendresse, de douceur. Et au bout de 3-4 heures, là, c'est bon. Le réservoir est rempli. On peut les mettre dans leur berceau ou les laisser gambader. Ça y est, et ils retrouvent de la joie. Il y avait une expérimentation que tu m'avais racontée hier par rapport, tu sais, à ce besoin au bébé singe. Ouais. Bébé singe, c'est l'expérience de Harlow qui a servi pour les travaux de Bowlby sur la théorie de l'attachement. On a pris un bébé singe parce que les bébés singes, des bébés, peuvent se déplacer, hein, contrairement au bébé humain, où on revient toujours à la même chose. Et comme ça, ils peuvent choisir là où ils vont. Et donc, l'expérience, c'est de séparer un bébé singe de sa maman, de le mettre dans une cage avec 2 mamans artificielles, 2 mamans singes artificielles, une qui porte un biberon et l'autre qui est toute douce et toute sécurisante. Et on constate que le bébé singe, de temps en temps, il va manger, mais il passe 95% de son temps
accrochée à la maman, douce et sécurisante. Et c'était une des premières expériences pour dire que le besoin numéro 1 du bébé, c'est la sécurité et que ça passe par le contact. La douceur, le toucher, ouais. Le bébé, lui, il a besoin de contact. Après, plus il va grandir, plus il va avoir besoin de proximité et après de disponibilité. La disponibilité, c'est votre enfant qui joue tout seul jusqu'au moment où votre téléphone sonne. Et là, il vient tirer votre pantalon pour vérifier que vous êtes toujours disponible. Voilà. Présent. Donc, blessure d'abandon, apprendre vraiment à s'aimer et à devenir autonome, souverain dans sa vie. Le morphotype qui va avec, l'animal qui symbolise très bien l'abandon, c'est le cocker, avec ses yeux de cocker. Hein, ce n'est pas les oreilles, c'est les yeux qui comptent là. Le regard qui demande. Rappelez-vous, hein, j'ai manqué, donc je demande toujours, toujours. Et le morphotype, c'est le manque de tonus. Hein, c'est quelque chose, je suis abattu, je m'avachis sur moi-même. Donc, ça peut être tout le corps qui est avachi ou juste certaines parties du corps qui sont avachis. Donc, le dos courbé, les yeux en demande. Et donc, ça, évidemment, dans les pathologies qui vont avec, si je me tiens mal, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux adolescents, mais ça ne marche pas, tiens-toi droit, on va finir par avoir des problèmes de dos ou des histoires de ce style-là. Ce qui est intéressant avec les blessures d'abandon, c'est que des fois aussi, alors il y a toute une liste de maladies on va dire qu'ils aimeraient bien développer, mais c'est aussi les maladies rares, les maladies difficiles à soigner, parce que ça demande plus d'attention. Donc, ils ont besoin de cette attention-là. Et ça peut être un moyen, alors attention. Hein, d'avoir de l'amour et de l'attention. Ouais, d'avoir de l'attention. On ne dit pas que celui qui se fait une maladie, là, c'est pour avoir de l'attention. Voilà, c'est ça. Mais on peut aller voir par là pour une guérison. Alors, on va essayer de lire les rejets plus abandon. On fuit encore plus vite par peur de recevoir l'amour. Ouais. Oui, merci Cécile. C'est exactement en plus la réflexion que je me faisais aujourd'hui. Mais quand on a plusieurs blessures, on a plusieurs masques. Et du coup, on ne va pas tout dévoiler parce qu'on n'a parlé que de 2 blessures, mais le mélange de 2 blessures et de 2 masques, ça peut donner des trucs assez marrants. Et on peut avoir dans certaines situations le masque du fuyant et dans d'autres situations le masque du dépendant. Ça va vraiment dépendre. Et puis là aussi, ça va dépendre, par exemple, avec qui, avec un homme ou avec une femme. J'étais la nounou de ce loulou. De ce loulou. Ah, attends, il faut qu'on monte plus haut. Ouais. Ah là là, c'est dit. Non, 15 jours avant la date, on ne parle pas de prématuré. Non. Ok. Attends, on va essayer comme ça. Ah oui. On est tout en haut là. On est tout en haut. Oui, mais attends, on peut descendre. Hop. Désolé. Hein. Tellement de messages, ça va très très vite quand on déplace le. Tac. 10 ans pour se faire du gâteau au chocolat. Ouais. 20 ans pour les nouilles, 10 ans pour le gâteau au chocolat. Comme quoi, le chocolat, hein, c'est affectif. Ah oui. Ok. Bon. On galère un peu avec les questions. Je n'ai pas de micro sur cet ordinateur. Ah, ça doit être au début. J'espère que vous avez trouvé une solution. Bon. Désolé si on ne répond pas à toutes les questions, mais alors, l'émotion en fait de l'abandon, c'est vraiment la tristesse. Et son besoin, c'est besoin d'amour. Besoin d'amour, besoin d'attention. Voilà. Blessure d'injustice. Ah, blessure d'injustice. Alors, on l'a placé ici. Alors là, par contre, on va quitter un petit peu le côté chronologique de la construction. Et là, on va justement voir qu'il y a des différences entre les auteurs. Selon Lise Bourbeau, ça s'éveille entre 4 et 6 ans et c'est le parent du même sexe. Et puis, selon Gauduchot et Tessèdre, là, qui ont écrit ce livre-là, ça commence à 3 ans et ça se joue aussi beaucoup à l'adolescence et c'est en lien avec le parent du sexe opposé. Donc, en recoupant les infos, si on veut parler de ça, que se passe-t-il entre 3 et 6 ans, hein, c'est le stade oedipien de Freud, c'est vraiment la période où j'apprends plein de choses. L'adolescence aussi, ça correspond aux apprentissages sociaux.
3 ans, c'est l'âge auquel je rentre à l'école, normalement. Et puis l'adolescence, il y a une sorte d'autonomie qui essaye de se mettre en place. Et donc là, je suis plus en lien avec mes parents principalement. Je suis vraiment de plus en plus en lien avec mes pairs, ceux qui ont le même âge que moi. Et donc, à cette période, donc les 2 périodes, hein, la période oedipienne, en fait, ce qui se joue, c'est la référence au sexe. Vous savez, hein, l'histoire d'Oedipe, là, le petit garçon qui voudrait bien se marier avec maman et donc pour ça, il voudrait dégager papa, et inversement, la petite fille qui voudrait bien se marier avec papa et dégager maman. En gros, ce qui se joue, c'est toujours pareil, comment être une petite fille ou comment être un petit garçon. Donc, comment être une petite fille, je regarde comment fait maman, mais pour avoir ce lien particulier qu'il y a entre maman et papa. Donc ça, c'est vraiment ce qui se construit à cette époque-là, à cet âge-là, entre 3 et 6 ans. Comment être une petite fille, comment être un petit garçon. Et puis à l'adolescence, là aussi se joue tout le retour de ce qui a été refoulé en lien avec la sexualité. Et donc là, c'est important. Donc, ce qui va compter, c'est le jugement du parent du sexe opposé. Imaginons que je suis une petite fille, imaginons. Donc, je vais regarder maman, c'est pour ça que parents du même sexe ou parents du sexe opposé, je vais regarder maman pour savoir comment elle fait, mais ce qui m'intéresse, c'est de plaire à papa. Ce qui m'intéresse, c'est le jugement de papa, si je suis une petite fille. Et si je suis un petit garçon, comment être un garçon? Je regarde ce que fait papa, mais ce qui m'intéresse, c'est le jugement de maman, parce que c'est à elle que je veux plaire. Donc, voilà, c'est les 2 parents, en fait, hein, vont agir. Et ça, donc, dans cette période cruciale de structuration psychique, là, les 3-6 ans, plus ou moins, mais surtout ils vont agir tous les 2 en me disant que tu es une jolie petite fille ou un joli petit garçon. C'est surtout ça, en fait, c'est leur jugement par rapport à ce que je suis et notamment par rapport au fait d'être un garçon ou une fille. Donc, c'est en lien avec la sexualité, très, très en lien avec la sexualité. Et donc, si on me dit que quelque chose que je fais est moche, je vais complètement renier cette sexualité, enfin, en tout cas, la trouver moche, et ça, je vais l'intégrer en moi, et quand plus tard, je vais acter une sexualité, j'aurai ça qui va rester en filigrane. Et je vais avoir, par exemple, dans les problématiques, là, ceux qui souffrent de la blessure d'injustice, il y a des problématiques au niveau de la sexualité. Oui, tout ce qui est plaisir, en fait, hein, aussi. Donc, dans ces 2 approches-là, l'idée, c'est le jugement et que pour ne pas être jugé, pour être aimé, pour être apprécié, il faut que je sois parfait. Parfait en fonction de quoi? En fonction des attentes supposées des autres. Donc, ce que je suppose qu'on attend de moi, peut-être qu'ils n'attendent pas ça de moi, mais moi, enfant, je crois qu'ils attendent ça de moi. Et si, du coup, si je veux leur plaire, si je pense qu'ils attendent ça de moi, je vais orienter mon comportement pour être comme ils l'attendent. Et donc, si je fais comme ils veulent, je ne fais pas comme moi je veux. Et donc là, je me coupe de mon individualité. Si je fais ce qu'on attend de moi, je ne fais pas ce que mon âme attend de moi. Et je ferme donc mon cœur à mes propres émotions. Et si je n'écoute pas mes propres émotions, non seulement je me détourne de mon chemin de vie, d'un point de vue spirituel, pardon, j'empiète, mais d'un point de vue psychosomatique, si je n'écoute pas mes émotions, eh bien, tôt ou tard, il va falloir qu'elles s'expriment par le corps. Alors, qu'est-ce que je dis moi-même? Alors, la blessure d'injustice. Donc, c'est le petit Calimero. Mais je pense qu'il a plus de blessures que l'injustice. Je pense qu'il a aussi l'abandon, le rejet. Alors, je dois être parfait pour être aimé. En fait, j'ai ressenti de la froideur de la part d'un de mes parents. Et du coup, ça m'a tellement fait mal que je suis devenue insensible. Je me suis protégée en devenant insensible.
Et du coup, je suis complètement, effectivement, comme tu disais, coupée de mes ressentis, de mes émotions. J'en deviens vraiment rigide dans mon corps et dans ma tête, dans ma façon de penser. Du coup, ce manque de sensibilité va faire que plaisir égale culpabilité. Je dois être vraiment rentrée dans le cadre. On ne doit rien me reprocher. Je suis toujours tirée à quatre épingles. Il n'y a rien qui dépasse. Et c'est le bon élève. C'est l'employé parfait. C'est le perfectionniste qui va aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, qui va faire des heures et des heures sup. Mais comme il ne ressent pas ces sensations, il s'est coupé de ses sensations, de ses besoins, il va aller jusqu'à l'épuisement parce qu'il ne sait même pas qu'il est au-delà de ses limites. Alors, pourquoi on vient vivre cette blessure d'injustice? Pourquoi on a mis ça sur notre carnet de route? Justement, pour apprendre à reconnecter avec qui l'on est, avec notre sensibilité, pouvoir montrer notre vulnérabilité et aussi mettre plus de souplesse, de légèreté dans la vie, apprendre à danser avec la vie, apprendre à surfer avec la vague plutôt que dans cette posture de rigidité où on se prend vague après vague et puis on ne dit rien jusqu'à épuisement. Là, on va prendre la planche de surf et on va surfer avec ce que la vie met sur notre chemin. Voilà. Ouais, je crois que c'était bon pour moi. Tu as quelque chose à rajouter? Oui. Ouais. Le diapo d'après. Ah, super. Ça, c'est dit. Le morphotype, c'est quelqu'un de parfait. C'est juste voilà, un corps parfait, un corps très droit, très tendu, très travaillé, très sculpté. L'apparence a une importance cruciale. Hein, mais c'est même pas parce que si quelqu'un vous dit, voilà, par exemple, si vous avez la blessure d'injustice, quelqu'un vous dit t'es mal habillé, vous allez entendre tu es moche. Hein, c'est pas tes vêtements sont moches, c'est tu es moche, toi, dans ce qui tu es. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas donner le flanc au jugement négatif. Et donc là, c'est l'image du cygne. Le cygne qui est magnifique, qui est très fier, qui est très droit. Et donc là, l'apparence ayant une grande importance, c'est quelqu'un qui se tient très droit, qui est très rigide, mais alors aussi dans le corps. Hein, là, on sent vraiment un corps qui ne lâche rien, en fait, et qui va se tendre, des fois jusqu'à craquer. Hein, comme on disait, épuisement, burn-out. Dans le corps, on peut aller jusqu'à des déchirures musculaires ou tendineuses. Toutes les maladies en HIT, donc toutes les inflammations, les tendinites. Hein, pourquoi je me crée une tendinite? Parce que je tiens coûte que coûte. Donc le corps va mimer tout ça. Il y a beaucoup de colère aussi, hein, retenue. Hein. Mais tout est contenu, voilà. Ouais, et justement, ce corps-là, c'est aussi dans une des deux blessures qui me reste à voir. Le corps, en fait, c'est un peu comme les parois d'une cocotte minute. Hein, et dans cette cocotte minute, je mets des choses qui m'embêtent. Et puis, à force d'en mettre, et puis de mettre en plus le feu en dessous. Alors, le feu sous la cocotte minute, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, qui ravive le feu. Donc, la pression monte. Alors, que faire si je n'ai pas de soupape? Je suis obligé d'augmenter la taille de mes parois. La taille des parois, c'est le corps. C'est le corps qui va se rigidifier pour contenir tout ce qu'il emmagasine jusqu'au moment où il n'en pourra plus. Et donc là, on va avoir différents symptômes. Voilà, l'épuisement, les maladies en HIT. Voilà la blessure d'injustice. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces blessures? Un peu, beaucoup, passionnément? Pas facile de vivre avec un homme parfait. Et non. Mais ça, tu ne peux pas témoigner. Et oui, c'est ça. Ouais, rupture tendineuse, ouais, tout à fait. Oui. Dans l'injustice. Oui, c'est pas juste. C'est pas juste. Et les injustices nous mettent dans un état pas possible. Alors après, Lise Bourbeau, ce qu'elle dit, c'est si vous vous reconnaissez, voilà,
on a tous au moins 4 blessures sur 5. Oui, c'est ça. Non, un peu des 3, mais on n'a pas fait encore les 2 autres. Mais on les a tous un petit peu. Et je me rappelle d'un questionnaire que j'avais fait, moi. Spontanément, je vous demande, vous souffrez plutôt de la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation. Spontanément, on va penser à ça. Et puis après, il y a ce fameux questionnaire où on donne des notes à différents critères. Et on se rend compte que, ah ben non, tiens, il y a cette blessure-là qui est prépondérante. Ben, voilà, ça prouve qu'on n'a pas envie finalement de voir nos blessures. Mais on les a tous plus ou moins, et plus ou moins aussi en fonction des circonstances. Clairement, on peut avoir une blessure dans le professionnel et une autre dans le côté plus personnel. Ouais, vraiment. On trouve où ce questionnaire? Alors attendez. Et toi, tu l'avais. Oui, je l'avais, mais je crois justement que je l'ai tiré du livre de Goduchot et Tessel. C'est Isabelle Goduchot et Marie-Laure Tessel. Et ce qui est bien, c'est que en fonction aussi de ce qu'on traverse, il y a certaines blessures qu'on va vraiment voir et vivre, et d'autres qui sont plus cachées. Et en fait, c'est souvent les plus douloureuses, hein, comme par exemple la trahison qu'on va voir juste après, sans trop dévoiler, mais elle cache vraiment le rejet, parce que le rejet est beaucoup plus souffrant que la trahison. Donc, on préfère voir le rejet, la trahison, et puis on verra plus tard le rejet. Donc, voilà. Moi, au tout début des 5 blessures, il y a 20 ans, quand j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, je reconnaissais une seule blessure. Et aujourd'hui, je sais que j'ai les 5, en fait. Oui. Oui, aussi à Stéphanie qui dit ça évolue avec le temps. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait, parce que quand on vient vivre telle ou telle blessure, le but, c'est de les travailler. Il y a certaines expériences qu'on va arriver à transcender, à dépasser et qui nous aident à réduire cette blessure-là. Et par contre, il y a d'autres événements qui vont activer une autre blessure. Et là, par contre, cet événement, je ne peux pas le dépasser. Donc, ça vient mettre de l'huile sur le feu. C'est encore plus ma blessure. Et finalement, cette blessure va augmenter. Donc, oui, ça. Mais le but de tout ça, vraiment de réveiller les blessures, ce n'est pas de souffrir, hein, c'est vraiment de nous guérir pour savoir qui l'on est vraiment derrière les masques que l'on met. Et pour la petite anecdote, il y a des événements, des personnes qui ont pu réveiller mes 5 blessures en même temps. Donc, je les remercie profondément parce que là, il y a de belles libérations. Je trouve que c'est fort. Bravo, merci. Bravo. Pour avoir travaillé avec François Lemay, peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont fait aussi Reset Ubuntu, enfin qui ont vu François. Il y a un processus de patate, de libération. Et donc, on marque les blessures qui sont réveillées. Et plusieurs personnes et événements ont réveillé les 5 blessures en même temps. Donc, merci, bravo. Ouais, on souffre un peu quand même, mais bon. On se libère, on se libère. Oui, on souffre un peu quand même, oui, Barbara. Effectivement, c'est pas confortable. Ouais. Ensuite, la blessure de trahison. Ah. Ouf, non, j'ai eu la flemme de faire un truc qui apparaît. Je sais pas quoi. Allez, hop, courage. Entre 2 et 4 ans et après, enfin, ça peut arriver un petit peu tout le temps. Hein. Là, l'idée, c'est d'être trahi par un des 2 parents. Donc là, Lise Bourbeau nous dit le plus souvent, c'est le parent du sexe opposé qui a utilisé son amour pour mieux le contrôler. Donc la notion, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai donné ma confiance à quelqu'un. Alors, rappelez-vous, le parent du sexe opposé, c'est celui dont on reçoit l'amour. Hein. Le parent du même sexe, c'est celui auquel je m'identifie. Donc, quand je le vois, je me vois un peu. Donc, ça m'apprend à m'aimer moi. Mais dans l'échange relationnel, c'est plutôt le parent du sexe opposé. Donc, lui, je lui ai fait confiance. Mais en fait, au bout d'un moment, je vois, ou je crois en tout cas, j'interprète les événements en disant il a utilisé mon amour pour me contrôler. Et donc, il y a cette confiance qui est rompue, ces attentes auxquelles on n'a pas répondu. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir été manipulé, utilisé. Une fois que j'ai expérimenté la manipulation et que j'en ai pris conscience, je ne la supporte plus, n'est-ce pas?
Alors, la blessure de trahison, donc effectivement, c'est je ne peux pas faire confiance. Donc, j'ai été déçue par un des parents qui a pu me faire une promesse qui n'a pas été tenue, qui m'a menti ou manipulé, ou tout simplement, en fait, qui n'a pas pris ses pleines responsabilités, qui a eu des marques de faiblesse. Ça peut aussi venir de là. Donc, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, en fait, j'ai pas confiance en la vie, les autres. Donc, du coup, je suis assez sceptique, méfiant, et je vais installer le masque du contrôlant. Je veux tout contrôler, comme ça, je suis sûre de ne pas être trahi de nouveau. Sauf que la vie, hein, vous le savez, c'est hors contrôle. Donc, on souffre beaucoup. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison, évitez les surprises. Il n'aime pas trop ni les changements, ni les surprises, ni les imprévus, parce que tout est calculé. Hein. C'est, par exemple, quelqu'un qui part en vacances, il sait s'il y a 500 kilomètres à faire, il sait où il va s'arrêter, à quel moment, où est-ce qu'il va faire le plein. Voilà, tout doit être prévu pour ne pas être pris en, comment dire, en flagrant délit, en défaut. Ouais, c'est ça. Et lui-même, en fait, pour faire croire qu'il est fort, que c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, qui est responsable, qui, justement, hein, est le contraire du parent qui l'a déçu, il va pouvoir mentir, se mentir à lui-même, mais mentir aussi aux autres pour vraiment faire croire que lui, il est costaud, mais à l'intérieur, en fait, il n'a pas du tout confiance en lui. Voilà. Donc, c'est des égos quand même assez présents, assez gênants, hein, et puis plutôt avec l'envie d'avoir raison, parce qu'on ne lâche pas son bout, quoi, et qui peuvent utiliser aussi la manipulation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient apprendre avec cette blessure de trahison? Oui, j'avais mis... Ah non, on ne l'a pas mis. Bon, aller ailleurs, ou pas. En fait, on vient apprendre à lâcher le contrôle, à s'incliner, à pouvoir être vulnérable, à faire confiance en la vie, en quelque chose de plus grand, à travailler sa foi. Voilà. Et puis, c'est ça, je ne sais pas si on va la retrouver, la slide, mais le contrôlant, en fait, il va du point A au point B. Hein, ça, c'est ce qu'il a décidé. Sauf que la vie, c'est plein d'imprévus. Donc, c'est vraiment accueillir ce qui est. Voilà. Ça y est, je vois ce que tu cherchais. Non, c'est un petit peu plus long. Ok. Donc, on travaille clairement accueillir ce qui est. S'incliner, poser un genou à terre, montrer sa fragilité, sa vulnérabilité. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que la blessure de trahison, quand on a été déçu profondément, trahi par un des parents, notre cœur s'est fendu en deux. Il y a une fêlure importante. Et du coup, pour se protéger, on va mettre vraiment des masques très forts sur notre corps, sur notre cœur. Et pour ceux qui ont subi cette blessure de trahison, il y a une fleur qui est exceptionnelle qui s'appelle le cœur de Marie. C'est un élixir floral. C'est pas les fleurs de Bach, mais c'est la même chose. C'est la marque Deva. Et elle est spécialisée, elle s'appelle Cœur de Marie, pour les cœurs brisés. Et là, clairement, c'est cette blessure-là. Il faut absolument guérir ce cœur qui a été coupé en deux. En fait, on a été tellement déçus que ça s'est fendu en deux. Voilà. Ça me fait beaucoup penser aussi à d'autres approches. Hein. D'un point de vue chamanique, là, on dit que quand on a été manipulé, le manipulateur nous a pris des morceaux de nous, hein, de notre âme, qu'il va falloir aller récupérer, refaire des recouvrements d'âme. Et donc là, ça rejoint aussi ça, hein, le cœur qui s'ouvre et qui se protège. Et puis les mensonges, si on fait le lien avec les chakras et tout de suite les maladies, c'est le 5e chakra. Les mensonges qu'on dit et les mensonges qu'on se dit à soi-même. Et donc, si on vient agir sur le 5e chakra, si on vient le polluer, voire le fermer, eh bien, tous les tissus, on va dire, donc, chakra de la gorge, ouais. Tous les tissus qui sont en lien vont souffrir. Tout comme tout à l'heure, quand on avait la blessure d'injustice,
On a dit que c'était plaisir égale culpabilité. Ça vient bloquer le deuxième chakra. Et donc, c'est en lien avec tout ce qui est sexualité. Non. Et le besoin, en fait, pour celui qui a subi de la trahison, c'est la confiance. Son émotion, c'est la colère. En fait, il est vraiment dans l'impatience, dans la colère, ouais. Et en fait, sa plus grande peur, c'est la séparation. Parce que justement, il y a eu ce cœur coupé en deux. Et il se protège de ça. Donc, sa plus grande peur, c'est la séparation. Donc, ça aussi, ça peut peut-être faire écho avec quelque chose en vous. Ouais, la peur de la rupture, hein, si vous lisez, si vous vous intéressez aux relations d'emprise, vous pouvez lire le livre de Jean-Jacques Crèvecoeur sur relations et jeux de pouvoir. Et une des raisons principales pour lesquelles on manipule l'autre, c'est parce qu'on a peur de le perdre. Donc, c'est cette notion aussi de contrôler. Le morphotype, c'est le gorille. Le côté j'impressionne, j'en impose. Hein. Vraiment, pour éviter qu'on m'attaque, je vais imposer. Le gorille qui se frappe sur la poitrine, c'est pour montrer à l'autre qu'il est extrêmement fort et qu'il n'a pas intérêt à venir l'embêter. Donc, on va avoir un morphotype vraiment avec des épaules larges pour les hommes ou des bassins larges pour les femmes pour montrer la puissance en lien avec le sexe. Donc, ce sont des gens charismatiques, vraiment qui en imposent, hein, qui, quand ils rentrent dans la pièce, on le sait, hein, ils en imposent, ils ont déjà un physique qui le montre, ils parlent fort, ils mettent des parfums qui restent pendant 3 jours. Ben voilà, ils veulent prendre la place et puis ils veulent prendre le contrôle de la situation. Et les yeux, ils ont un regard particulier. Ce sont des gens qui voient tout très vite et de manière assez pertinente, parce que justement, il faut être à l'affût, aux aguets, justement, pour ne pas que quelqu'un puisse me faire du mal. C'est vraiment ça. Tu avais un truc à dire. Ouais, on est d'accord que ça, c'est à l'extrême. Hein. Donc, c'est vraiment carrément la caricature, mais on peut se reconnaître dans certaines situations. Voilà, c'est en tout cas le masque qu'on va porter quand on veut paraître fort et avoir raison et tout ça. Ben, il y a déjà le masque en fait qui est là, hein, du contrôlant. Alors, est-ce qu'on va arriver à lire les questions? Ah oui. Crier fort, oui. Est-ce qu'on peut être venu de la source avec le sentiment de trahison? Oui. Ouais, l'idée de ne pas avoir envie de revenir. Hein. Le ressentir face aux 2 parents, oui. Ah, il y a une spécialiste Ubuntu, ou François Lemay en tout cas, les fameux anges déguisés en trou du cul. C'est pas moi qui le dis, c'est François, mais j'aime bien l'utiliser. Enfin, lui, il dit trou de cul, mais... c'est un Québécois. C'est un Québécois. Oui, là aussi, hein, ça peut venir des 2 parents. Ça peut même venir des 2 parents et puis des autres anges déguisés en trou de cul là, qu'on croise dans notre vie. Mais qu'on peut remercier au bout d'un moment de nous avoir permis de travailler sur ça et d'évoluer. J'ai vu l'heure. Oui, on est bien. On est bien. Hein. La blessure d'humiliation. Donc, alors, on l'a mise à la fin parce que, a priori, celle-ci, on n'est pas tous obligés de l'avoir. On a a priori tous les 4 autres, mais celle-là, c'est un petit bonus. Donc, qui va s'éveiller entre 1 et 3 ans. On en a déjà parlé de cette période d'autonomisation, quand l'enfant commence à se mettre debout, à expérimenter, à faire plein de tests de la vie. Et puis, il va essayer 1000 fois de monter les escaliers. Et puis, une fois qu'il saura le faire, c'est bon, je passe à autre chose. Donc, cette phase d'autonomisation qui va lui apprendre l'estime de soi. Ouais, je suis capable, et qui va lui apprendre que l'autre le sécurise dans cette découverte, le valorise et le recueille quand il est fatigué. Donc, je développe l'estime de moi et je développe la confiance dans l'autre. La blessure d'humiliation est en lien avec le parent qui s'est occupé du développement physique. Alors, pour 2 raisons. Déjà, ce que je viens de dire, la valorisation
la reconnaissance des progrès faits par l'enfant, et puis l'image donnée au corps, l'image que oh, tu es un joli petit garçon, ou alors non, tu es vraiment un casse-pied. Donc ça, c'est en lien avec l'amour terrestre qui est pour l'instant un amour conditionnel. Et on peut même aller jusqu'à l'abus de pouvoir. Alors l'abus de pouvoir, ça peut être, alors ne stressez pas les parents, mais ça peut être juste, bon maintenant là j'ai trop de travail, débrouille-toi. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas venir me chercher, et moi j'abuse de mon pouvoir, et alors là c'est plus pour l'abandon, mais pour l'humiliation, un abus de pouvoir, ce serait de lui crier dessus, par exemple, et puis de lui dire des choses extrêmement blessantes sur ce qu'il est. Et c'est les fameuses étiquettes du début. Oh là là, tu es nul, tu es pénible, tu n'as pas d'humour, toutes ces choses-là qu'on reconnaît. Alors, blessure d'humiliation, donc on pense qu'on n'est pas digne d'être aimé. On a subi de la honte, en fait, n'ont pas été écoutés, n'ont pas été respectés. Donc, la blessure d'humiliation, contrairement à celle de l'injustice, il reconnaît ses besoins. Il a cette sensibilité pour savoir quels sont ses besoins, mais il n'y répond pas. Parce que comme il n'est pas digne, il va répondre plutôt aux besoins des autres avant de penser à ses propres besoins. Il a subi en fait de la honte, de l'humiliation. Et il a beaucoup de culpabilité. Et c'est le masque du masochisme. Donc, il va se faire mal. Il va se faire mal plutôt que l'autre lui fasse honte ou le blesse dans cette humiliation. Il va lui-même se dévaloriser, se salir pour que ça vienne plutôt de lui parce que c'est moins souffrant. Voilà. Donc, c'est des gens qui vont compenser et se récompenser par la nourriture, pensant se faire plaisir, mais en fait, la honte et la culpabilité va être tellement plus grande qu'ils ne vont pas prendre de plaisir. Et puis, en plus, ça va leur faire prendre du poids, donc ils vont avoir honte de leur corps. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on vient apprendre avec la blessure d'humiliation? On vient apprendre à se choisir, à se faire passer en premier comme la personne la plus importante au monde. Et parce qu'on s'aime et qu'on se choisit, alors on peut donner de l'amour aux autres, on peut donner de l'attention aux autres. Donc, j'apprends à aimer mon corps, à être en contact avec mes sens, à pouvoir prendre plaisir sans culpabiliser. C'est des personnes derrière le masque, des personnes très sensuelles qui ont besoin justement d'être touchées, mais elles pensent ne pas être dignes. Voilà. Donc, c'est apprendre à s'aimer, à aimer son corps, à se respecter et à se choisir. Voilà. C'est le morphotype du buffle. Donc, c'est un corps massif, un corps lourd qui permet de cacher qui je suis vraiment à l'intérieur. Hein. On a dit donc récompense par la nourriture, mais c'est aussi, et comme c'est inefficace, toujours un peu plus. Et puis, comme c'est vécu dans la culpabilité, là, ça va s'installer. Et ça va venir confirmer, oui, effectivement, j'ai raison d'avoir honte de moi. Parce que c'est ce qu'on m'a appris depuis le début. Et c'est toujours plus facile, plus facile, peut-être moins désagréable de se dire c'est moi qui pense que j'ai honte plutôt que de dire on a pensé ça de moi. Donc, je ne veux pas qu'on pense qu'on dise que je suis comme ceci, comme cela. Je ne veux pas que l'autre puisse avoir honte de qui je suis vraiment. Je vais me cacher dans un corps lourd, assez maladroit, un peu pâteau. Et donc, il y a aussi cette notion dont je vous ai parlé tout à l'heure, je garde pour moi. Donc, j'ingurgite et je n'exprime jamais. Je n'ose pas exprimer ce que je ressens, qui je suis, mes besoins et puis aussi ce qui m'a embêté. Donc, j'emmagasine, je remplis la cocotte minute, je me contiens, je me retiens et ce corps non seulement prend du volume, mais va prendre de la densité.
hein. Il peut venir vraiment très, très dense. Et les ostéos ou les kinés, on l'expérimente au quotidien. Pardon. Les problématiques en lien avec ça, ça va être toutes les problématiques qu'on peut avoir avec le surpoids, avec les tensions, donc justement dans l'idée de se retenir, et puis les problématiques de gorge, hein, de cou, dans cette idée de dire, de se dire vraiment. Non, je n'ose pas dire qui je suis, je n'ose pas me dire parce que j'en ai honte, donc je bloque ici. Ils vont être en fait dans la peau du sauveur. Ils vont vouloir sauver les autres au détriment en fait de leurs propres besoins. Donc, ils vont s'épuiser à vouloir sauver les autres. Bien. Alors, qu'avons-nous comme question? Et oui, ça peut être douloureux, effectivement. Donc, on va justement parler après de la guérison, hein, parce que oui, prendre conscience, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait, hein? Parce que le but, c'est ça, c'est de se guérir, de se libérer. Alors. Oui, il y avait cette phrase de Lise Bourbeau que j'aimais beaucoup, qui peut un peu retourner la tête, c'est « Plus tu te donnes le droit d'être ce que tu ne veux pas être, plus tu deviens ce que tu veux être. » On va essayer de la décortiquer. Plus on s'accepte dans qui l'on est, dans nos imperfections, plus on accepte d'avoir pu blesser quelqu'un, de même pouvoir trahir, rejeter, eh bien, moins on va l'être. Plus on est en résistance envers quelque chose et plus ça va se présenter à nous, en fait. Donc, acceptons d'être humain et c'est comme ça qu'on deviendra plus divin, en fait. D'un point de vue psychosomatique, hein, plus on va refouler de choses dans l'inconscient, plus ça va être obligé de s'exprimer plus tard et pas forcément sous la même forme. Oui, il y aura un replay. Oui, on va vous l'envoyer. Donc, par contre, si vous n'avez pas donné votre mail, envoyez-nous. Voilà. Dans le chat. Alors. La guérison. Donc, la guérison, c'est l'image du bas, c'est un chemin. Hein, on n'a pas encore la guérison instantanée en claquant des doigts et hop, ça y est, tout est fait. Ben non, on est venu s'incarner justement pour parcourir ce chemin d'amélioration, d'éveil, de guérison. Et donc, c'est un processus qui va justement agir sur toutes ces sphères au niveau du corps, au niveau de nos émotions, de notre façon de penser et au niveau de notre spiritualité, de nos énergies, pour arriver à se libérer de nos chaînes là, et de prendre notre envol. Dans tout processus de guérison, la première étape, c'est la prise de conscience. Et ça répond à la question de tout à l'heure. Pas facile de faire remonter les mauvais souvenirs, oui, mais nécessaire. On ne peut pas réparer quelque chose si on n'a pas conscience que c'est en panne. Vous ne pouvez pas aller chez votre garagiste avec votre voiture et tant qu'il n'identifie pas la panne, il ne pourra pas la réparer. Vous ne pouvez pas aller chez l'ostéo s'il ne fait pas les tests pour savoir quel est le dysfonctionnement, quel est le schéma de dysfonction qui vous amène à cette douleur-là. Donc la toute première étape, et entre garagiste et somatique, je suis bien dans la matière. Mais au niveau émotionnel et spirituel, c'est la même chose. Je ne peux pas travailler sur mes blessures si je n'en prends pas conscience. Et l'intérêt d'avoir ces différentes approches, hein, donc très somatique, psychique ou émotionnel ou spirituel, c'est qu'on va pouvoir, dans un parcours de soins, on va pouvoir à un moment donné aller travailler sur le corps, voir que ça fait résonner les émotions. Et puis là, on sent que ça bloque. Peut-être qu'il va falloir passer par la discussion, par le psychisme. Et puis peut-être que là, on n'arrive plus à faire de lien, on n'arrive plus à avancer. Alors peut-être qu'un travail spirituel va aider. Et puis on va revenir au corps et puis repasser au psy. Donc avec ces différentes approches qui sont à la fois cohérentes et complémentaires, on est toujours au bon endroit, au bon moment. Et ça nous permet d'avancer au mieux. Et ça se fait par couche. Alors, moi, j'ai plus la couche de l'oignon, hein, et le gourmand qui est à mes côtés, plus le millefeuille. Ouais. Donc, choisissez ce qui vous va, mais en tout cas, c'est j'enlève une couche et
il y a celle du dessous qui peut se présenter. Mais tant que je n'ai pas travaillé sur la couche du dessus ou du tour, je ne peux pas avoir déjà accès à mon être profond. Voilà. Donc, couche par couche, on y va. Mais ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, allez, on garde courage et espoir. Alors, si on a conscience, mais qu'on n'arrive pas à passer le pas, justement, Alors, voilà, c'est ce qu'on va vous proposer, justement. Essayer d'autres outils. Des outils, il y en a un paquet. Hein. Donc, voilà, nickel pour les adresses mail, pour le replay. Pour les mails. J'espère qu'on pourra les récupérer. Je ne sais pas comment c'est. Alors, chemin vers la guérison. La première étape, effectivement, prise de conscience, on s'observe et on apprend à se connaître. On apprend à voir quand est-ce que notre ego nous parle ou quand est-ce que c'est notre cœur. Et passer de l'ego au cœur, c'est ça le vrai miracle, c'est ça la vraie guérison. Donc, apprendre à se connaître. La deuxième, c'est prendre sa pleine et entière responsabilité. Je suis responsable de tout ce qui se présente dans ma vie, d'un point de vue, divin, au point de vue de l'âme, un point de vue avec de l'humain. Du recul. Du recul, ouais, voilà. Mais tant qu'on se victimise en disant, bah oui, mais moi, voilà, mon carnet de route, il était très chargé. Non, on prend sa pleine et entière responsabilité, mais je sais que c'est une étape qui est aussi difficile, mais plus que nécessaire. Et puis la troisième, le but vraiment de notre incarnation sur Terre, c'est de nous accepter tel que l'on est dans toutes nos dimensions et de s'aimer véritablement. Et ce que l'être humain, chacun d'entre nous a le plus besoin, c'est de la paix et de l'amour. Donc c'est la paix, c'est tout ce qui va nous permettre d'être moins en réaction, moins en souffrance. Et puis l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Voilà, donc c'est vraiment les deux pôles à cultiver au quotidien. Et du coup, on en vient à vous proposer un accompagnement qu'on a mis sur pied pour travailler ces 5 blessures. Et on lui a trouvé un petit nom qu'on trouve assez joli, c'est un cœur en paix. C'est un accompagnement justement pour travailler sur ces 5 blessures, pour être en paix avec soi-même, pour être en paix dans notre cœur. Pour réparer nos blessures du cœur. Donc, c'est pas vraiment une formation. Il y aura de la théorie comme ce soir. Mais... Voilà, c'est un parcours, c'est du travail sur soi, beaucoup, c'est accessible à tous. Et puis, c'est aussi utile pour les thérapeutes, s'il y en a qui sont thérapeutes parmi vous. De toute façon, je pense qu'un thérapeute a toujours intérêt à travailler sur soi avant de travailler sur les autres, ou même pendant qu'il travaille sur les autres. Ça fait des bonnes bases. Et donc, cet accompagnement-là, notre spécificité, c'est d'avoir, vous avez vu, ces 2 approches plus psychosomatiques de mon point de vue et spirituelles du point de vue de Stéphanie. Et on est habitué à travailler dans cette complémentarité, ce côté complet. Merci à vous. C'était très riche. Merci de votre présence, de vos commentaires, de votre belle énergie. On est vraiment dans ce monde en éveil de conscience. Donc, merci de contribuer à ce monde nouveau. On a vraiment eu ce courage de venir s'incarner à cette période-là. Ce n'est pas facile, ça brasse beaucoup. Et c'est pour ça qu'on doit être ensemble, se soutenir, s'aimer et voilà, se retrouver ensemble pour cheminer et grandir. Merci infiniment. Merci. On vous embrasse. Et on vous souhaite une belle soirée. Merci. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à partager. À très bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.